Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de My Happy Job. Alors, à l'occasion de la semaine pour la qualité de vie au travail, qui a pour thème cette année Travailler ensemble, j'ai le plaisir d'organiser avec My Happy Job en partenariat avec Generali un webinaire du coup sur le thème de la qualité de vie et du management. Parce que quand on parle de travailler ensemble, il y a un rôle qui nous semble essentiel et on en a beaucoup parlé pendant cette année de crise. Ils ont été énormément sollicités à distance et on leur a beaucoup demandé. Donc, on voulait revenir un petit peu sur le rôle clé des managers pour favoriser la qualité de vie au travail. Donc, à côté de moi, j'ai trois intervenants et intervenantes pour éclairer ce sujet avec un œil d'expert et de terrain aussi, parce que c'est toujours intéressant de croiser les regards. Donc, je vais vous les présenter. Bonjour Amélie Motte. Bonjour Fabienne. Alors, vous êtes déléguée générale de la Fabrique Spinoza et vous êtes aussi la cofondatrice d'Action Spinoza. Et donc, vous intervenez en entreprise pour accompagner les managers. C'est ça. Parfaite présentation, Fabienne, merci. Super, je commence bien, top. Bonjour Laurence Mario. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous êtes un peu notre représentante sur le terrain, manager chez Generali qui s'occupe de la communication chez Generali et notamment au point de vue des réseaux. Vous avez une équipe de combien de personnes à gérer à peu près? Alors, j'ai 7 personnes au sein de l'équipe. Très bien. Et beaucoup de télétravail depuis un an, j'imagine. Oui, on est en tout télétravail. Enfin, on a basculé en tout télétravail, puis on est revenu un peu sur le site. Et ensuite, au deuxième confinement, on a rebasculé en tout télétravail. Oui. Très bien, donc on aura l'occasion de reparler de ces différentes statuts et de voir un petit peu comment se profile le modèle hybride chez Generali. Bonjour Ludovic Giraudon. Bonjour Fabienne, bonjour à toutes et à tous. Alors, si jamais on n'a pas entendu parler du livre Dream Team, je vais quand même vous le présenter. Ludovic, vous avez écrit un livre donc, qui s'appelle Dream Team. Vous avez rencontré 500 managers, si je ne me trompe pas, pour partager des bonnes pratiques et du coup aider les managers en poste et aussi les managers en devenir à s'inspirer pour trouver un petit peu des bonnes pratiques. Et vous êtes conférencier sur les sujets du coup de management. Et il s'est écoulé à combien déjà Dream Team? On en est un peu plus de 10 000 exemplaires aujourd'hui. On se rapproche des 30 000 là maintenant. Ah, des 30 000. Oh là là, il faut que j'actualise mes chiffres. Là, ça ne va pas du tout. Non, non, très bien. Et donc, du coup, il y a une version qui a été actualisée avec le management à distance. Exactement, ouais, tout à fait. Très bien. Alors pour, démarrer, on nous dit déjà dans le chat: «Trop bien ce livre», donc du coup, voilà, c'est important, en effet, il y a des lecteurs et des assidus, donc on le partage, aussi. Très bien. Alors pour démarrer, moi je voulais, commencer par, demander à Amélie. On a eu beaucoup d'études qui ont montré un petit peu que, dans les populations, à risque cette année, les managers, étaient un petit peu, voilà, parfois épuisés, qu'on leur a beaucoup demandé depuis un an. Vous, sur le terrain, et puis d'après les études que vous avez pu lire, comment vont les managers au bout d'un an et demi? Alors, sans non plus faire de généralité, mais du coup, quel est un petit peu le moral des troupes après un an et demi de crise? Comme tu le dis, Fabienne, les managers aujourd'hui, enfin, je pense que vous l'avez tous vécu, vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes tous restés ultra engagés sur le terrain pour continuer à relever les challenges alors que le contexte était vraiment compliqué. Et la charge mentale des managers a considérablement augmenté parce que finalement, ils ont dû réapprendre apprendre en fait des choses qu'ils n'avaient jamais fait avant, comme animer des équipes qui étaient complètement éclatées physiquement, créer du lien alors qu'on peut plus se voir, motiver et donner du sens dans un contexte d'incertitude absolument absolue et dans un monde qui était quand même un petit peu au bord de l'absurde, et aussi savoir détecter ses collaborateurs, ses propres collaborateurs en souffrance. Donc tout ça a fait que quand même, lors du dernier baromètre empreinte humaine OpinionWay, 54% des managers se sont déclarés en situation de détresse psychologique. Mmh. Alors, on ne parle pas de je vais pas super bien ou j'ai un petit coup de mou, on parle de détresse psychologique. Donc, quand même, la situation, elle est sérieuse. Et je pense aussi que la période à venir, donc on a passé le cap du management à distance et maintenant va arriver le management hybride. Mmh. Eh bien, je pense que ce management hybride va aussi réserver tout un lot de surprises. Et dans ce contexte-là, prendre soin de la qualité de vie des managers, prendre soin des managers, c'est vraiment important parce que c'est en allant eux-mêmes déjà bien ou mieux qu'ils pourront prendre soin des autres. Bien sûr, oui, c'est la première étape, on aura l'occasion d'y revenir et c'est essentiel. Laurent, si vous deviez dresser un bilan de, l'année qu'on vient de vivre, vous, en tant que manager, qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui a été peut-être un peu plus compliqué à gérer?
Moi déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, j'ai été quand même impressionnée, enfin pas surprise, hein, mais impressionnée par notre capacité à nous adapter en fait à la situation. Le travail à distance, en tout cas pour les collaborateurs de Generali, a été mis en place très très rapidement. Et en fait, on a pu continuer à exercer notre activité pendant toute la période de crise, ce qui, je pense, étant donné la situation, on peut vraiment se sentir chanceux. Pour les managers, mais en fait, pour moi en tout cas manager, il a fallu adapter tout très vite, suivre, éventuellement réadapter. Il a fallu vraiment être agile. Et au sein de l'équipe, nous, en tout cas, on a fait aussi face à une augmentation forte de la charge d'activité, notamment sur tout ce qui était communication de crise. Alors, ce qui nous a beaucoup aidé en fait à ce moment-là, c'était d'avoir vraiment la conviction de l'utilité de notre communication, notamment donc ces communications de crise auprès de nos cibles. Et c'est vrai que on a vraiment souhaité les aider au quotidien, notamment au mieux en fait dans leur quotidien, alors que eux-mêmes pouvaient aussi être face à des situations qui pouvaient être compliquées. En fait, nous, tout ça, ça a donné du sens à notre activité pendant toute cette période. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment du sens des actions. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup plus facilement les choses quand on sait pourquoi on les fait. Et en tout cas, nous, ça nous a aidé à garder le cap pendant toute cette période. Donc, des retours, en tout cas, moi, que j'ai pu avoir de l'équipe, c'était que ce qu'ils m'ont dit, c'était qu'en fait, dans l'incertitude de la crise, ils ont pu apprécier avoir eu vraiment l'impression qu'il y avait toujours un capitaine à bord, en fait, autant au niveau de l'entreprise que même au niveau de l'équipe, ce qui fait que ça n'a pas donné d'impression de flottement et ça les a beaucoup rassurés. Voilà. Dans le même temps, en fait, il a fallu être à l'écoute des situations personnelles de chaque membre de l'équipe. Donc moi, j'ai multiplié les temps d'échange. En fait, j'ai souhaité rester vraiment disponible pour chacun et par tout canal à leur disposition. SMS, Teams, WhatsApp, etc. À ce moment-là, les outils sont un peu nos amis. Hein. Mais l'objectif, c'était de ne pas les forcer. L'idée, c'est pas de leur tirer les verres du nez, mais plus d'être disponible pour que chacun puisse, par le canal qu'il souhaite, partager ce qu'il a envie de partager. Instaurer en fait le climat de confiance et être à l'écoute de chacun, c'est indispensable à mon mode de fonctionnement, c'est indispensable aussi à mon bien-être, hein, si on parle de la qualité de vie au travail. Et en fait, moi, ça me permet aussi de mieux organiser le travail et de pallier et d'organiser aussi d'éventuelles entraides dans l'équipe. Voilà. Effectivement, comme le disait Amélie, s'il y a une petite difficulté que je voudrais mettre en avant, c'est que mener tout ça de front, ça a demandé une énergie énorme. Il fallait avoir une mobilisation qui était totale envers l'équipe, et alors que même on avait à faire face à nous-mêmes à notre charge de travail, à nos appréhensions et aussi à l'organisation de notre vie personnelle. Ah oui, c'est un équilibre à trouver, en effet. Et ça fait justement réagir, on nous dit l'ultra-disponibilité des managers est louable, mais quid du risque d'épuisement, comment trouver le bon équilibre? Est-ce que du coup, vous avez mis des choses en place pour essayer de vous préserver? Puis on y reviendra aussi avec Ludovic, c'est peut-être une des difficultés aussi qui a été compliquée cette année. Les choses en place, en fait, c'est que moi, j'ai vraiment organisé des points vraiment individuels où on pouvait parler des choses, etc. Ce qu'on partageait, les flux WhatsApp, par exemple, on était plus sur des moments de décontraction. Donc, on se partageait plutôt des blagues, enfin voilà, des choses vraiment où là, on essaye d'évacuer plutôt, voilà, et puis aussi de garder le lien parce que c'est important. Je pense que aussi pendant cette période, on s'est vraiment recentré aussi, alors vraiment, ça a développé vraiment encore plus, je dirais, le collectif, en tout cas sur l'équipe, parce que vraiment, on s'est resserré par justement tous ces outils qui nous sont mis à disposition. Très bien. Et Ludovic, parmi les difficultés, si vous deviez en lister quelques-unes, quelles principales difficultés ont été rencontrées par les managers? Et on nous disait là, voilà, le côté aussi, peut-être le risque de l'hyperconnexion. Oui, clairement, ce que j'ai pu constater, je vais en retenir 3 du coup, pour essayer de compléter peut-être ce qui a été dit, s'il y a des choses qui vont se recouper. Mais le premier, et en fait c'est marrant parce que c'est le premier challenge que j'entends de la part des managers, dont
j'ai entendu parler des centaines de fois avant cette pandémie, c'est le manque de temps. Parce qu'en général, quand on est manager, on n'est pas que manager. Manager, c'est une casquette parmi tant d'autres et on a plein d'autres choses à faire, à produire, à assurer. Et du coup, malheureusement, souvent, l'équipe devient un peu peut devenir dans certains cas un peu la cinquième roue du carrosse, un peu la variable d'ajustement dans son agenda. Et donc là, c'est vrai qu'avec toute cette bascule en télétravail forcé total, tout qui a été chamboulé, les méthodes de travail, tous les rituels un peu à réinventer, ce manque de temps, il a été exacerbé. Et d'où aussi, du coup, les problèmes de réussir à compenser tout ça par le fait de travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et donc les problèmes d'hyperconnexion, d'épuisement, etc. Le deuxième challenge, mais ça a été évoqué par Amélie, donc je ne vais pas m'attarder dessus, c'est la charge mentale qui a surexplosé, parce que déjà qu'elle est très forte chez les managers en temps normal, pendant toute la crise, encore une fois, tout a été démultiplié pour les raisons qu'on a pu évoquer. Et puis le troisième challenge aussi, c'est le sentiment de solitude qu'on peut avoir en tant que manager, en temps classique, parce que souvent, qu'on le veuille ou non, il y a une certaine distance qui se crée avec son équipe. On en reparlera sans doute aussi tout à l'heure, les ponts entre managers au sein d'une même entreprise ne sont pas toujours bien présents et bien organisés. Donc, on peut se sentir seul. Et pendant la crise, ça a été, encore une fois, exacerbé également de ce point de vue-là, parce que là, pour le coup, on était seul de chez seul, derrière son ordinateur, donc seul en tant que manager et en plus à distance. Donc, sentiment de solitude exacerbé. Donc, je résumerai ça en disant que il y a le manque de temps, la charge mentale qui explose et les problèmes d'hyperconnexion qui peuvent en découler et d'épuisement. Et le sentiment de solitude, pour moi, sont les trois principales difficultés qu'ont rencontré les managers pendant cette phase de pandémie. Oui. Et justement, face à ces difficultés, Amélie ou Ludovic, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire et mettre en place pour essayer d'aider les managers à favoriser leur propre qualité de vie au travail et du coup à se ménager? Qu'est-ce qu'au niveau de l'organisation de l'entreprise, vous avez pu voir comme bonne pratique ou de choses qui pourraient inspirer d'autres entreprises? Vas-y, Amélie. Merci Ludovic. Écoute, nous, en fait, ce qu'on déploie beaucoup chez nos clients qui ont souhaité se saisir justement de ce sujet de la qualité de vie au travail de leur manager, on déploie des dispositifs dans lesquels on met l'échange et la rencontre justement pour rompre ce sentiment de solitude et d'isolement que peuvent avoir les managers. Donc, on crée des ateliers en intelligence collective dans lesquels on fait émerger toutes les bonnes pratiques que chacun a pu mettre en place dans son coin pendant le confinement. Les managers ont fait des choses absolument extraordinaires. Et c'est important de créer des moments d'échange et de partage entre eux de ces bonnes pratiques pour ensuite les rassembler et les partager avec l'ensemble de la collectivité managériale d'une entreprise. Alors moi, je vais vous partager quand même ma pratique qui m'a le plus inspirée, que j'ai essayé moi-même de mettre en œuvre. Pour apaiser son rapport au digital, par exemple, il y a un manager qui avait décidé de programmer des réunions de 25 minutes sur les créneaux de 30 minutes et de 50 minutes sur les créneaux d'1 heure. Et du coup, il rétrécissait à chaque fois de 5 minutes ou de 10 minutes le temps de la réunion pour avoir des zones, enfin des espaces de respiration entre deux réunions, parce qu'on l'a tous vécu, les Zooms qui se suivent de Teams, qui se suivent de Webex à n'en plus finir pendant toute la journée, ça crée vraiment un niveau de stress important. Donc ça, c'était une pratique qui m'avait beaucoup inspirée. Et il y a une deuxième, si je peux en partager deux autres, Fabienne. Bien sûr, bien sûr. Une autre pratique que je trouvais intéressante qui a émergé lors de ces groupes, c'est pour éviter le syndrome d'Atlas, le manager qui porte toute la charge. Pareil, un manager qui avait proposé aux membres de son équipe d'organiser un système de buddy. Donc, un buddy, je ne sais pas très bien comment on traduit ça en français, copain ou camarade. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que chacun des collaborateurs au sein de l'équipe était en binôme pour s'assurer que l'autre allait bien. Donc, régulièrement, je te passe un petit coup de fil, je vois comment ça va, je prends un petit café virtuel avec toi. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi, d'abord, on prend soin les uns des autres, et puis deux, ça incombe pas nécessairement au manager. Et du coup, ça soulage un petit peu son sac à dos qui pouvait être vraiment lourd pendant ce confinement. Et puis, autre pratique intéressante qu'on a vu émerger, c'est des managers qui ont régulièrement organisé si on s'inspire du monde agile, on peut appeler ça une rétrospective, mais en tout cas des temps tous ensemble en disant, dans la période qui s'est écoulée ou dans notre façon de fonctionner aujourd'hui, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on transforme. Voilà, 3 exemples de pratiques qui ont pu émerger au cours de ce type d'atelier. Et je pense que c'est clé de rassembler aujourd'hui les managers et qu'effectivement, ils échangent. Et les vertus, au-delà de faire émerger des bonnes pratiques et de se les partager,
c'est que c'est aussi ces espaces-là une occasion pour les managers de recevoir de la reconnaissance de la part de leurs pairs. Et du coup, ça permet de rééquilibrer ce qu'on appelle le rapport effort-récompense, parce que mes efforts sont récompensés, je reçois de la gratitude, de la reconnaissance de mes pairs. Ça, c'est important. Le deuxième point aussi, enfin, bénéfice de ce type d'atelier, c'est que ce sont aussi des espaces dans lesquels les managers peuvent partager leurs difficultés et leurs vulnérabilités. Et ça, c'est clé, ça permet de lutter contre ce qu'on appelle le phénomène d'exigence émotionnelle, cette espèce d'idée que les managers doivent toujours être au top tout le temps et être des super-héros. Ben non, les managers ne sont pas des super-héros, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Parfois, ils ont leur coup de mou, parfois, c'est compliqué pour eux. Et donc, d'avoir un espace d'échange de ces difficultés et de ces vulnérabilités avec ses pairs, ça fait du bien, ça soulage le manager. Et puis, en plus de ça, ça lui donne des clés pour pouvoir rebondir ou trouver des solutions. Et puis, dernier point, c'est vraiment ce que disait Ludovic, cet espace-là, c'est un espace dans lequel on reçoit du soutien social, et le soutien social, les managers souvent en manquent, hein. C'est ce qu'on appelle le modèle de Karasek, pour ceux qui veulent creuser plus loin. Et donc, recevoir du soutien social, ça permet de rompre l'isolement, donc c'est fondamental. Oui, tout à fait. On a justement dans le chat quelqu'un qui nous dit: j'ai un manager qui ne se plaint jamais, donc on ne sait pas s'il est en souffrance. Donc c'est vrai que le côté échange entre pairs peut être très salvateur si on a quelqu'un qui n'ose pas ou voilà, Ah ne oui. parle pas beaucoup à son équipe. Et puis, c'est d'aller le chercher, hein, le collaborateur, en disant, moi, c'est important aussi, en tant que manager, de partager ses émotions et appeler son collaborateur en disant, voilà, je suis inquiet, tu dis toujours que tout va bien, en même temps, on sait que c'est quand même un peu compliqué pour tout le monde, est-ce que tu ne veux pas qu'on se prenne un temps tous les deux pour échanger là-dessus, parce que moi-même, je suis inquiet en tant que manager. Oui. Ça génère, même si ça peut sembler paradoxal, ça génère chez moi de l'inquiétude. Tout à fait, oui. Laetitia qui nous dit: faut-il le partager avec sa propre équipe? Et je pense, je ne sais pas, Ludovic, votre avis, mais du coup, je trouve ça intéressant aussi que le manager voilà, ait ces discussions-là aussi avec son équipe. Oui, moi je pense, donc, pour revenir sur ce que disait Amélie, je vais renfoncer le clou. Moi, je suis évidemment à fond et je porte cette parole aussi auprès d'un maximum d'entreprises. Et je vois aussi que les demandes, parce que j'en organise également, de demandes d'ateliers de type co-développement pour faire discuter les managers entre eux, c'est essentiel et on en a plus que jamais besoin parce qu'en général, la difficulté que rencontre un manager, il y a nécessairement d'autres managers qui l'ont rencontré, qui vont la rencontrer. Et donc, les très bonnes idées, parfois, elles sont en fait juste à l'autre bout du couloir. Et si on ne crée pas ces ponts-là, et si on ne les ritualise pas, et si on ne les professionnalise pas, malheureusement, d'autant plus dans un contexte hybride, où du coup les échanges informels sont encore moins présents qu'avant, c'est dommage, il y a beaucoup de déperdition d'informations. Ensuite, c'est vrai que le sujet du management est un sujet du quotidien. Et moi, je suis vraiment convaincu que ça ne se résout pas par des formations one-shot. Alors, évidemment, les formations sont indispensables et nécessaires, mais pas suffisantes, parce que ce n'est pas en envoyant ces managers une fois par an ou tous les 2 ans se faire former pendant 2 jours que ça va transformer en profondeur et dans le temps leur pratique managériale. Donc, c'est pour ça que, et selon les cultures d'entreprise, ces groupes de parole qu'on évoquait, qui parfois ressemblent un peu aux alcooliques anonymes, aux managers anonymes, si je fais le parallèle, ça ne colle pas toujours à toutes les cultures d'entreprise. Et je sens aussi qu'il y a un besoin parfois de relais plus en one-to-one, parce qu'en tant que manager, parfois, on n'ose pas, malheureusement encore, mettre ses tripes sur la table et mettre les vrais sujets sur la table. Donc, parfois, des échanges, moi, j'organise ça au sein d'entreprises, une sorte de permanence d'experts ou une sorte de hotline, où en fait, les managers, du coup, se livrent encore plus. Ça, c'est vraiment clé. Et je pense qu'il y a un dernier point qui est vraiment très important, selon moi, c'est le fait de sensibiliser, voire former les collaborateurs aussi à la relation, à leur manager, pour qu'ils comprennent en fait l'envers du décor. Parce que souvent, on critique assez facilement son manager, mais est-ce qu'on est nous-mêmes un bon collaborateur? Moi, je pars du principe aussi qu'il n'y a pas de bon manager sans bon collaborateur. Comment attendre de la part de son manager de la reconnaissance si nous-mêmes, on n'est pas capable de lui en prodiguer, etc. Donc, je pense aussi qu'une relation, elle se fait à deux. Et traiter qu'une partie du pont, en fait, c'est bien, mais encore une fois, ce n'est pas forcément suffisant. Donc, pour moi, il y a vraiment les 2 parties à embarquer. Amélie? Oui, juste en rebond par rapport à ce que tu dis, Ludovic, moi, je voudrais alerter les entreprises qui sont assez nombreuses actuellement à réfléchir, à retravailler leur référentiel de compétences managériales. Et je pense que dans le même ordre d'idées, c'est clé d'intégrer les collaborateurs à la réflexion. C'est-à-dire que
c'est pas que les managers entre eux qui peuvent définir quel est leur référentiel de compétences et comment ils vont se comporter. C'est hyper important d'intégrer les collaborateurs dans la réflexion. Donc, si vous avez des sujets comme ça, parce que beaucoup d'entreprises revoient leur référentiel de compétences en lien avec l'hybridation du travail, intégrez, je vous en supplie, les collaborateurs à la réflexion. Et peut-être juste pour compléter, parce que je vois une remarque de Margot dans le chat qui dit si les ateliers entre managers sont difficilement acceptés avec de la résistance, faut-il persévérer ou vraiment privilégier les rencontres one-to-one? Moi, je pense qu'en fait, qu'il faut persévérer. Il faut s'appuyer en fait sur les ambassadeurs. Je ne sais pas si vous avez 100 managers, il y en a peut-être que 15 au départ qui seront convaincus et moteurs. En fait, vous commencez avec eux. Et puis les 15, vous verrez, au fur et à mesure du temps, ils discuteront avec les autres et donneront aux autres envie de venir tester. Et on passera de 15 à 30, de 30 à 50, etc. Et puis on arrivera à tendre vers la totalité, même si on n'arrivera pas forcément à convaincre tout le monde. Moi, je pense qu'il faut persévérer, mais pas en essayant de convertir des gens qui sont complètement réfractaires. Non, c'est souvent un travers qu'on a assez naturellement. Donc, concentrons-nous sur les ambassadeurs et faisons-nous vraiment des porte-drapeaux de cette démarche. Ils verront que ça se passe tellement bien qu'ils auront envie d'aller jeter un œil un peu après les autres, mais ils viendront peut-être un peu plus tard. Laurence? C'est important aussi, moi, ce que j'ai pu voir, c'est, donc moi, je suis rentrée en formation manager il y a un petit peu plus de 2 ans, donc nouveau manager. On avait un programme très, très, très utile de formation, etc. Et à l'issue de cette formation, il y a des ateliers effectivement de co-développement qui ont été organisés avec d'autres managers aussi, et c'est vrai que c'est très pratique parce que effectivement, comme le disait Ludovic, il y a les formations, mais moi, il y a aussi pas mal de choses qu'on apprend aussi sur le terrain. Enfin voilà, c'est l'expérience aussi qui fait ça, et de pouvoir partager avec d'autres managers, ça permet vraiment de se sentir moins seul, et puis de partager sur les ateliers de co-développement. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que c'est vrai, c'est typiquement là pour traiter une problématique. Donc, en fait, on ne vient pas si on n'a pas de problème, entre guillemets, sauf si on veut aider les gens, mais on a toujours finalement des problématiques à traiter. Et en fait, on se rend compte à la fin qu'effectivement, il y a plein de solutions différentes qui peuvent être mises en place, et parfois même très facilement pour régler les situations compliquées. Oui. Et justement, chez Generali, donc on parlait de ces formations, de ces ateliers. Qu'est-ce qui est fait pour aider les managers à favoriser leur propre qualité de vie au travail, pour les accompagner eux, mais aussi pour les équipes? Alors déjà, nous, par exemple, aussi, ces ateliers de co-développement, ce qui a été intéressant, c'est que ça a été diffusé aussi dans toutes les autres réunions. L'idée, c'est aussi, on capitalise aussi sur la formation des nouveaux managers, etc. Mais aussi, on peut les mettre en place dans toutes les réunions d'équipe de managers. Et puis, en tout cas, nous, dans notre direction aussi, on a de nombreuses fois réalisé des retours d'expérience sur des situations, et notamment sur les situations de crise, où l'idée, c'est de partager sur ce qui nous a semblé utile, ce qui a semblé utile aussi aux équipes, d'aller chercher l'information aussi auprès des collaborateurs, parce que là, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Et puis aussi d'aller chercher surtout aussi ce qui aurait pu manquer, et ce qui, du coup, c'est ce qui devrait être mis en place en plus de toutes les actions déjà réalisées. D'aller chercher le pouls pendant toute la période de crise aussi. Régulièrement, on a eu des enquêtes de satisfaction pour aller chercher à des moments qui m'ont semblé et qui nous ont semblé au sein de l'équipe clés. C'est-à-dire avant un déconfinement, d'aller chercher comment les gens se sentent vraiment pour essayer de faire en sorte de développer ce sentiment en tant que collaborateur, parce que je suis manager, mais je suis aussi collaboratrice de Generali, mais vraiment ce sentiment que les choses sont faites pour notre sécurité, pour notre bien-être au sein de l'entreprise. Et en fait, ça engage. Oui, tout à fait, au quotidien. Ludovic, pour que le manager puisse favoriser la qualité de vie au travail, quels sont un petit peu les piliers, les fondamentaux qui vous semblent du coup les plus importants? Et puis on va peut-être revenir justement sur le Dream Team, si on peut s'appuyer là-dessus en mémo. Oui, c'est vrai qu'en allant à la rencontre de ces centaines de managers, je me suis rendu compte qu'il y avait systématiquement 5 grands piliers qui revenaient.
qui était à rassembler autour d'une équipe ou d'un collaborateur ou d'une collaboratrice pour les maintenir les plus engagés possibles. Et en fait, en effet, pour favoriser, on va dire, leur mémorisation, je les ai réunis autour d'un seul mot mémotechnique, qui est le mot DREAM, rêve en anglais, bien sûr, qui est évidemment aussi un clin d'œil au titre du livre Dream Team, parce qu'en fait, les 5 lettres D, R, E, A, M sont les initiales des 5 piliers en question, puisqu'on a le D de direction. Comment est-ce que je partage du sens? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Laurence. On est toujours bien plus motivé de faire les choses quand on sait pourquoi est-ce qu'on les fait. Le R de reconnaissance, comment est-ce que je valorise mon équipe. Le E d'environnement social, comment est-ce que je crée du lien entre les collaborateurs. Le A d'autonomie, comment est-ce que je les responsabilise. Et enfin, le M de monter en compétence, comment est-ce que je m'assure que chacun ou chacune de mes collaborateurs, collaboratrices apprennent en continu. Donc voilà, après, on ne peut pas forcément travailler ces 5 piliers en même temps auprès de tout le monde. Il faut prioriser et personnaliser parce qu'il y a des collaborateurs pour qui, à l'instant T, ça va être la reconnaissance qui sera hyper important pour lui ou elle pour le remettre en confiance, par exemple. Et puis d'autres qui s'ennuient, qui ronronnent, qui sont dans leur zone de confort depuis un peu trop longtemps à leur goût. Là, ce sera plutôt le challenge autour de la montée en compétence. Donc vraiment prendre ces 5 piliers comme une sorte de tableau de bord et puis essayer d'ajuster au fur et à mesure grâce aux réunions d'équipe et puis grâce surtout aux réunions en tête-à-tête, au fameux one-to-one, de personnaliser tout ça pour travailler le bon pilier au bon moment auprès de la bonne personne. Très bien. Et on nous dit justement qu'il y a certaines, donc on a un témoignage d'une équipe qui s'est appuyée justement sur les thématiques de Dream pour voir un petit peu les moteurs de chacun. Donc c'est aussi intéressant de se servir de ces 5 piliers-là pour voir qu'est-ce qui parle un peu plus à chacun. Donc c'est chouette de voir en pratique du coup dans les équipes. Ouais, ça fait très plaisir. Merci Nicolas. Amélie, pour compléter justement ces piliers-là, qu'est-ce qui vous semble essentiel au quotidien? Alors, évidemment, j'abonde dans tout ce que dit Ludovic. Je pense que ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que le travail de demain va être inscrit dans la liberté, en fait. Il y a une étude, moi, qui m'a fascinée pendant le confinement, qui est le baromètre de la liberté de choix, et qui disait que les salariés français, à 59%, se sentaient libres de leur choix. Et c'était une augmentation de 10 points par rapport au baromètre de l'année précédente. Donc, même si ça peut sembler paradoxal, on était tous enfermés chez nous et pourtant, on se sentait plus libre de nos choix. Pourquoi on se sentait plus libre de nos choix? C'est que on avait parfois un peu moins sa hiérarchie sur le dos, il y avait un peu plus de management par objectif et moins de micromanagement et tout ça nous a donné un sentiment de liberté. Et donc, tout ce que va faire le manager pour favoriser l'autonomie, la responsabilisation de ses collaborateurs, sans que ça tourne attention à l'abandon, mais toutes ces postures-là de manager facilitateur, manager coach, manager serviteur, ce sont des voies prometteuses pour le management de demain. Et puis, j'abonde également dans cette idée de reconnecter les gens avec le sens de leur travail. Encore une fois, il y a aussi une étude qui était de juillet 2020 de mémoire du groupe Randstad qui disait qu'un tiers des Français ne percevaient pas le sens et l'utilité de leur emploi. Ils ont le sentiment d'occuper ce qu'on appelle un bullshit job, un boulot à la con, un boulot qui ne sert à rien. Et 16% d'entre eux ont déclaré que c'est le contexte de la pandémie qui leur a permis de prendre conscience de ça. Donc, en même temps, c'est positif et en même temps, c'est vraiment un vrai sujet à adresser dans les entreprises. Et selon cette même étude, c'était il y a quasiment un an maintenant, peut-être que les chiffres ont bougé, mais un tiers des salariés envisageaient une mobilité pour retrouver un boulot qui avait plus de sens. Donc, demain, être un manager porteur de sens, c'était important, mais ça va devenir absolument fondamental. Aider ces équipes à retrouver le sens de leur métier, en saisir l'utilité pour eux-mêmes, pour l'entreprise, pour l'équipe, pour la société en général, c'est absolument fondamental. Oui, savoir à quoi on contribue concrètement. Oui, tout à fait. Laurence, on est dans une période où on parle de retour au bureau, alors pas de retour au travail, on va éviter les amalgames. Quand on revient du coup là progressivement, voilà, un jour, 2 jours, déjà où vous en êtes, vous, chez Generali, et est-ce que vous avez, vous, voilà, une vision un petit peu des semaines ou mois à venir pour vous, et comment vous voyez ça, vous, en tant que manager, comment vous avez peut-être discuté les choses avec votre équipe pour imaginer un petit peu ce fameux modèle hybride?
Alors, nous, chez Generali, hein, le retour sur site est tout frais. Enfin, en tout cas pour l'équipe, hein, ça fait plusieurs semaines déjà que le retour est possible pour ceux qui le souhaitent, hein, ceux qui ont une réelle envie de revenir tout de suite sur le site pouvaient revenir. En tout cas, nous, dans notre équipe, on est revenu le premier jour hier. On a été bien préparé, je trouve, dans le sens où l'entreprise a su aussi nous donner l'information suffisamment en avance pour qu'on puisse se préparer psychologiquement, parce que quand ça fait des semaines, des mois que on travaille depuis la maison, et ben en fait on a pris un nouveau rythme de travail et du coup c'est toujours un peu, je pense il y a forcément des appréhensions sur le retour du site. Enfin, en tout cas malgré tout ce que j'ai vu hier, c'est qu'on est tous revenus et on est tous revenus avec le sourire comme ça sur le bureau. Entre-temps on avait déménagé d'espace, donc on était ravis de retrouver nos nouveaux bureaux, etc. Donc vraiment, on sent que même s'il y a une appréhension au départ, et donc en fait c'est ça qu'il faut, je pense, il faut se le dire, c'est normal en fait simplement de soit pas avoir envie ou soit avoir l'appréhension des transports, etc. Ce qu'on disait éventuellement précédemment, mais enfin voilà, toute cette appréhension-là, elle est juste normale et en fait c'est au moment où on reprend le rythme qu'on se rend compte qu'en fait ça fait du bien aussi et de revoir les gens, de pouvoir discuter, mais vraiment voir les gens, bouger les mains, bouger les jambes, enfin, voilà, aller prendre le Pas café. que les… Voilà, pas juste le visage, même si du coup la caméra est quand même très pratique, mais voilà. Et puis après, au sein de l'équipe, alors nous, on avait la chance en fait d'avoir une configuration d'équipe avant qui était déjà un peu en mode hybride parce qu'en fait, il y a une collaboratrice au sein de mon équipe qui travaille depuis Nantes. Okay. Donc, en fait, on avait l'habitude, enfin, on connaissait, on va dire, les codes de fonctionnement, de mode de fonctionnement un peu à distance, ce qui fait qu'on n'a pas été déstabilisé ou, enfin, en tout cas, sur ce plan-là. En fait, on savait que notre activité était télétravaillable et du coup, en fait, on arrive facilement à se… c'est pour ça que je pense aussi que on appréciait aussi pouvoir être chez nous et on appréciait l'efficacité aussi d'être chez nous sur le plan du travail. Sur les mois à venir, en fait, je dirais que en fait, il faut qu'on regarde encore la situation, hein, un peu comme le lait sur le feu, malgré tout, pour éventuellement réadapter des situations, voilà, toujours dans le cadre de, en même temps, continuer à exercer son activité professionnelle et être en sécurité sanitaire. Et puis en même temps, voilà, mener toute la réflexion aussi sur ce que va être le travail de demain, le travail en mode hybride et comment on accompagne tout ça. Voilà. Oui, c'est intéressant d'avoir ces temps de réflexion aussi là et pas de foncer tête De baissée. manière très globale aussi, c'est-à-dire vraiment de se poser les questions, pas juste combien de jours de télétravail, enfin, voilà, etc., mais plus de regarder le contexte global de la situation et les nécessités. Ouais. Ludovic, pour un manager, est-ce que ça change fondamentalement les choses? On l'a vu, hein, voilà, d'être à distance, en présentiel ou en modèle hybride. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui change vraiment ou pas? Oui et non, en fait, je pars quand même du principe que manager à distance ou manager en mode hybride, en fait, ça reste manager. Parce que, encore une fois, les besoins fondamentaux des collaborateurs qu'on a pu évoquer tout à l'heure, de sens, de reconnaissance, de création de liens, ils disparaissent pas avec la distance ou ce côté organisation hybride. La seule vraie différence, en revanche, c'est qu'au contraire, en fait, ces besoins, ils sont exacerbés, ils sont démultipliés. Et donc, il faut être encore plus vigilant en tant que manager, y prêter encore plus attention et pratiquer ce qu'on pourrait appeler une sorte de management augmenté. Donc, concrètement, c'est être encore plus rigoureux dans ses rituels managériaux, réunions d'équipe, réunions en one-to-one. Il faut faire encore plus attention à tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça rajoute du challenge au challenge. Donc, ça, c'est clair et net. Malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. Donc forcément, il y a des petites nouveautés parce que les outils ne sont pas les mêmes. Parce que, voilà, mais le socle reste le même. Et les travers qu'on pouvait avoir sur l'open space au bureau, en hybride ou à distance, ils sont là. Mais en général,
fois 50 ou fois 100. Quelqu'un qui est vraiment dans le micromanagement, malheureusement, ce n'est pas la distance qui va lui faire lâcher prise comme ça du jour au lendemain. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Au contraire, voilà. Et quand ça se fait, quand le micromanagement se fait à distance via les outils technologiques, c'est encore plus pernicieux. C'est de la surconnexion, de l'email à n'importe quelle heure, des visios à rallonge, c'est des coups de fil intempestifs, des emails qui s'accumulent, etc. Donc voilà, il faut y faire encore plus attention. Et avec le modèle hybride qui se profile, Amélie, est-ce qu'il y a des difficultés supplémentaires qui vont arriver? Quels sont un peu les conseils pour les mois à venir? Mais je pense qu'en fait, il y a un élément dont on ne parle pas suffisamment aujourd'hui, mais qui est pourtant clé, c'est qu'il faut qu'on se prépare, et notamment les managers, à une révolution des espaces de travail. En fait, il y a en psychologie un phénomène qui s'appelle l'effet de comparaison. Et par effet de comparaison, les collaborateurs, managers compris, ils ont bénéficié chez eux de choses qu'ils vont vouloir retrouver au travail. Dit autrement, des espaces qui pouvaient paraître hier anecdotiques, comme, j'en sais rien, un espace de détente, une salle zen, des choses comme ça. Ces espaces-là, ils vont devenir essentiels parce que quand j'étais chez moi, je pouvais les mettre dans mon canapé et lire 3 pages de mon bouquin pour me détendre entre 2 appels. Eh bien, je veux pouvoir faire la même chose au bureau. Et à l'inverse, ce qui m'a manqué quand j'étais chez moi tout seul en télétravail, quand je vais venir au bureau, il va falloir que je le retrouve, notamment les espaces qui vont favoriser le lien et la rencontre. On ne le sait pas suffisamment, 70% des informations qui sont échangées au travail, des informations, des choses que j'apprends au travail, ça se fait lors de rencontres informelles ou fortuites. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une nécessaire transformation des espaces de travail où il y aura peut-être moins de zones de production, mais plus de zones, d'espaces dits non productifs, donc qui favorisent la rencontre, les échanges. Eh bien, les managers, ils vont avoir d'abord, il va falloir qu'ils s'y fassent et qu'ils s'approprient le fait qu'il va y avoir nécessairement moins de bureaux individuels parce que les tâches de production, on va les faire à la maison, plus d'espaces de rencontre informels, plus d'espaces de collaboration, et ils vont devoir aider leurs collaborateurs à s'approprier ces nouveaux usages et ces nouvelles façons de travailler dans des espaces de travail transformés. Très bien. Et si vous deviez chacun dire en quelques mots, qu'est-ce qu'a changé la crise? Alors, elle n'est pas finie, donc on ne va pas non plus tirer trop de leçons tout de suite, mais si vous aviez un ou deux faits marquants, voilà, vous, pour les managers, qu'est-ce que l'année qu'on vient de vivre changera selon vous? Qui veut se lancer en premier? Moi, je veux bien. Je pense que le changement majeur de cette crise, c'est le télétravail, qui va être inscrit définitivement dans nos usages. Moi, je suis un peu frappée de voir entre les entreprises qui disent « Ah ben moi, tout le monde revient à plein temps au bureau dès que c'est possible et on arrête définitivement le télétravail. » Et à l'inverse, autre comportement qu'on remarque, c'est des boîtes qui disent « Bon, on l'a testé, ça a fonctionné, donc maintenant tout le monde va rester en télétravail et on va rendre nos locaux. » Voilà, je pense qu'il faut faire attention à ces deux comportements extrêmes, mais il n'en reste pas moins que le télétravail va perdurer. Et qui dit télétravail va perdurer, comme je le disais tout à l'heure, révolution des espaces de travail, parce qu'on ne va plus faire la même chose quand on va venir au bureau. Réinvention du management avec notamment la prise en compte de l'hybridation du travail, même si, comme le disait Ludovic, les fondamentaux sont là, restent les mêmes, mais ils doivent être un peu twistés et réinventés. Et puis, une accélération des transformations digitales et des outils. Tout à l'heure, Laurence disait les outils sont nos amis. Je suis bien d'accord avec elle. Ils ont souvent été nos ennemis pendant cette crise parce que les connexions qui ne marchent pas, la Wi-Fi qui ne marche pas. Donc là, c'est pas des moments de solitude. Ce n'est pas la responsabilité des managers, mais c'est la responsabilité de l'organisation pour prendre soin de la qualité de vie au travail. C'est vraiment offrir aux collaborateurs des outils qui fonctionnent. En fait, on ne leur demande pas plus juste que de fonctionner. Et tant que ce n'est pas le cas, ça devient insupportable. C'est vrai, ça peut être de forts irritants. Ouais. Peut-être pour prolonger, suite à ta question, Fabienne, ce que disait Amélie, effectivement, je pense que maintenant, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le télétravail va devenir de plus en plus une sorte d'acquis social. On rattrape finalement un retard qu'on avait par rapport à nos voisins européens. Et voilà, on avait hérité toujours ce présentéisme hérité de l'ère industrielle où 5 jours sur 5, les ouvriers se retrouveraient à l'usine. Voilà, et on a dupliqué ça alors qu'effectivement, avec l'avènement d'Internet, des ordinateurs portables, il y a
beaucoup de métiers qui deviennent télétravaillables, même si j'aime pas trop cette expression, éligibles au télétravail, ce sera peut-être plus joli. Mais je pense que, donc, effectivement, je pense que c'est clé parce que le télétravail, c'est pas nouveau. La majorité des salariés français l'ont découvert au travers de ces confinements, mais encore une fois, il ne faut pas confondre travail en confinement et télétravail. Ça n'a rien à voir. Le télétravail, c'est quand c'est sur la base du volontariat et quand c'est partiel. Et quand ces deux conditions sont réunies, le télétravail peut vraiment être source de performance et d'épanouissement. Donc, effectivement, moi, je suis sidéré parfois, comme toi, Amélie, de voir des entreprises qui disent, qui font comme si rien n'avait existé. Et à l'inverse, effectivement, se séparer totalement des bureaux, pour l'avoir observé dans pas mal de boîtes, ce n'est valable que pour certains profils très spécifiques. Mais après, plus globalement, moi, je dirais que j'ai vu toute cette période comme un superbe laboratoire et comme une superbe opportunité justement de tout remettre à plat, d'opérer des transformations culturelles, managériales qui auraient pris peut-être beaucoup de temps, et se servir de cette période qui a été hyper compliquée pour tout le monde comme un tremplin et comme une opportunité d'accélérer ces mouvements qui étaient là, hein, mais on voit que ça sert de catalyseur. Donc, ne faisons pas comme si rien ne s'était passé. Au contraire, servons-en nous collectivement pour transformer nos relations manager-collaborateur, collaborateur-collaborateur, et ce, dans tous les sens et à 360 degrés. Je pense que c'est ça la clé, et c'est ça, à mon sens, qui fera la différence entre les entreprises dans les 5-10 ans à venir. C'est leur capacité à se servir du moment là qu'on est en train de traverser pour opérer leur transformation et pour demain pouvoir recruter les bons profils et puis surtout les fidéliser dans le temps. Oui, durablement. Laurence, vous disiez que vous étiez manager depuis 2 ans, donc la crise est arrivée assez vite, l'air de rien, après votre prise de fonction de manager. Qu'est-ce que ça a changé pour vous cette année? Alors, cette année, pour moi, ce que je me dis aussi, c'est que alors ça a accéléré forcément toute la transformation du mode de travail, mais du coup, la transformation managériale aussi. Et je voyais une question qui disait, est-ce que le manager peut aussi être en télétravail, etc. Enfin, je pense que clairement, oui, on a pu le voir, ça peut fonctionner. Je pense aussi qu'il y a besoin aussi d'avoir un regard vraiment très personnalisé sur la situation. Il y a des postes et des emplois qui ne pourront pas être réalisés en télétravail. Il y a effectivement des situations peut-être spécifiques où on peut être tous en télétravail et ne plus avoir de bureau, etc. Mais en fait, tout doit être vraiment, je pense, regardé avec un regard spécifique et adapté vraiment en fonction du besoin. Je pense que, tout comme on a pu se rendre compte que en fonction des situations personnelles de chacun de nos collaborateurs, il fallait aussi adapter son management, adapter toute la flexibilité qui a pu être apportée par cette crise. Tout ça a été développé et en fait, on apporte vraiment un côté vraiment beaucoup plus personnel à chaque situation. Je vais commencer à vous donner les questions qui apparaissent par le chat. On en a une sur les signaux faibles à distance. C'est plus compliqué de repérer quand un collaborateur ne va pas bien. Quels seraient vos conseils ou qu'est-ce que vous avez vu comme bonne pratique qui peut aider? C'est un peu ce qu'évoquait Laurence en introduction. Hein. Chez Generali, ils ont eu si j'ai bien compris, Laurence, des enquêtes flash. Ça, c'est absolument clé et qu'on fait dans des temps importants de la crise. Mais il y a aussi des applications très, très simples où on pose 2 ou 3 questions juste pour mesurer l'humeur des collaborateurs. Et quand l'humeur commence à arriver dans le rouge, il y a une alerte, enfin le manager est alerté parce qu'effectivement, c'est difficile de repérer ces signaux faibles en télétravail. Donc, le manager est alerté, il peut mettre en place une action, passer un coup de fil à son collaborateur, faire un point avec lui pour voir ce qui se passe. Et donc ça, ces enquêtes régulières ou ces outils de mesure de l'humeur, donc de l'état émotionnel des collaborateurs, c'est fondamental, ouais. Et on l'a fait, nous, en réunion d'équipe aussi. Ça, c'est un truc, les murs d'humeur, où en fait, on a une image avec des bonhommes, certains qui font la tête, d'autres qui tombent dans le vide. Et en fait, l'idée à ce moment-là, c'est de partager. Chacun partage son humeur, son état d'esprit du moment. Et ça permet aussi de déclencher de manière un peu efficace et assez ludique la discussion et éventuellement après de revenir
en one-to-one sur des situations qu'on n'aurait peut-être pas vues. Ah oui, ça lance la discussion, oui. Ouais, en complément, c'est vrai que la météo là, qui vient d'être évoquée, je trouve un super outil. Après, c'est vrai que je voyais la remarque, parfois, effectivement, les enquêtes sont parfois anonymes. Je pense qu'en tout cas, ça passe aussi par une sensibilisation, voire formation, à la fois des managers, mais aussi des collaborateurs, pour que chaque personne de l'entreprise soit une sorte de veilleur, de guetteur, pour opérer notamment des changements de comportement. Et c'est vrai qu'avec la distance, c'est moins facile, mais donc il faut y être encore plus vigilant. Je fais le pont aussi avec ce que je disais tout à l'heure. Donc, essayer d'identifier des changements de comportement, des gens qui n'allumeraient pas leur caméra, des gens qui seraient beaucoup moins, qui parleraient beaucoup moins, par exemple, en visio que d'habitude. Enfin, voilà. Et après, essayer de triangulariser les signaux en interrogeant peut-être d'autres personnes pour dire j'ai l'impression que, qu'est-ce que tu en penses, voilà. D'où l'importance aussi de ces fameux points one-to-one qui sont, selon moi, aussi des super moments quand ils sont bien menés pour vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de ces équipes. Quand j'ai échangé pas mal avec des psychologues du travail sur ces sujets-là, ce qui est aussi important peut-être de rappeler pour les managers, c'est qu'ils sont là peut-être pour identifier et orienter, mais c'est pas eux les psys, c'est pas eux les sauveurs qui doivent régler tous les problèmes de l'équipe et c'est savoir orienter vers les RH, la médecine du travail, voilà, apporter du soutien, mais que tout ne repose pas non plus sur eux. On a Magali qui nous dit dans le chat comment faire avec une direction, avec un management à l'ancienne, communication descendante uniquement, déjà des agents considérés comme une contrainte plutôt que comme une ressource, des moments de convivialité inexistants, machine à café dans le couloir face au bureau de la direction. Donc, comment introduire un autre type de management? Quel serait le premier pas à faire selon vous? Non, mais je pense que là-dessus, désolé Amélie, vas-y. Non, vas-y. C'est peut-être en fait se dire, et c'est vrai que c'est des discussions que j'ai très souvent parce que c'est un phénomène qui est malheureusement très fréquent. Mais je pense qu'en fait, en tant que manager, même si notre propre direction ne suit pas forcément notre vision des choses, on a beaucoup plus la main qu'on ne le pense, quoi. Et donc, en fait, alors, OK, du coup, ce ne sera pas nécessairement au niveau de la business unit, au niveau de l'entreprise, de la filiale, voilà, quelle que soit l'organisation. Mais en fait, rien qu'au niveau de sa propre équipe, n'attendons pas que ce soit sa direction générale qui impulse tel rituel, qui mette en place telle pratique. Voilà. Faisons-le nous, testons des choses. Et encore une fois, je reviens avec ces histoires d'ambassadeurs, c'est-à-dire, voilà, l'idée, c'est d'insuffler quelque chose de nouveau, tester des pratiques et vous verrez qu'en fait, ça va faire rapidement des petits parce que les collaborateurs qui vivent ça vont en parler à d'autres collaborateurs, à d'autres managers. S'il y a ces communautés managériales qui se mettent petit à petit en place, bah aussi, ça va générer des envies aux autres peut-être de tester. Donc, en fait, pas attendre que ça vienne d'en haut, mais commencer à le faire à son échelle, même si je sais pas, on manage 2 stagiaires, bah, en fait, c'est déjà un super début et c'est un peu voilà, le colibri, quoi. Je fais ma part à mon niveau et puis en espérant qu'on soit de plus en plus nombreux, mais il faut commencer, je pense, par soi. Il y a Catherine qui nous dit aussi déménager la machine à café déjà. Pour trouver notre place. Amélie ou Laurence, vous vouliez compléter avec quelque chose? Juste un complément, Magali, vous parlez d'agents, vous êtes peut-être dans la fonction publique. Petit pas de côté, je vous invite à télécharger sur le site de la Fabrice Spinoza une magnifique étude qui s'appelle « Pour une fonction publique heureuse ». Et dans cette étude, vous allez, trouver plein de pratiques inspirantes. Et comme le disait Ludovic, vous avez la main sur certaines choses. Et ben, vous allez pouvoir vous inspirer pour passer à l'action, pour qu'il y ait plus de qualité de vie au travail, voire de bonheur au travail. Nous, on parle de bonheur au travail à la Fabrice Spinoza. On est très ambitieux. Donc, vous allez trouver des pratiques inspirantes et vous allez aussi trouver des retours d'expérience documentés de transformations qui ont eu lieu dans la fonction publique pour la rendre plus heureuse et du coup plus vertueuse et vraiment, voilà, avec beaucoup plus de qualité de vie au travail. Mais oui, parce que ce n'est Donc, pas que je possible. vais mettre le lien vers dans le chat. Super. Et je le mettrai pour ceux qui regardent en replay en dessous le webinaire, comme ça vous l'aurez aussi dans les liens. On a une question aussi que je trouvais intéressante sur le sentiment d'inégalité, d'inéquité qui peut naître dans une équipe quand certains peuvent télétravailler et d'autres pas. Est-ce que Ludovic, vous avez déjà eu ce genre de cas? Comment faire quand on a l'impression que le télétravail n'est que pour certains et que les autres sont un peu frustrés, le vivent mal? Bah, en fait, effectivement, je pense que déjà, encore une fois, c'est sur la base du volontariat partiel et uniquement, évidemment, pour les fonctions qui se prêtent au télétravail. Je pense qu'en fait, quand il y a si c'est bien communiqué, expliqué, décrypté
Et si par ailleurs aussi, on échange avec les personnes justement qui ne peuvent pas faire de télétravail, et si je reviens sur les 5 piliers Dream, je pense que je pense que si ces collaborateurs-là sont par ailleurs valorisés, reconnus, qu'on leur donne du sens sur leur job, qu'on leur explique pourquoi est-ce que effectivement, voilà, et voir éventuellement si on peut compenser d'autres choses. Mais je pense qu'en général, quand il y a une grogne, c'est qu'il y a autre chose, parce qu'en soi, effectivement, un métier qui ne se prête pas au télétravail ne peut pas être télétravaillé. Je pense qu'on comprend assez facilement, mais c'est en général d'autres frustrations qui reviennent. Et je pense que c'est justement voir cette grogne comme une opportunité de dialogue et de comprendre vraiment ce qui pose vraiment problème et pourquoi est-ce que les personnes réagissent comme ça. Souvent, c'est que les inégalités aussi, elles vont bien au-delà de ça, parce qu'en général, quand on a un job en plus qui ne se prête pas au télétravail, bah, souvent c'est qu'il est aussi mal reconnu, vu comme des simples ressources. Et donc je pense que c'est vraiment tout ça qu'il faut traiter, qui est quand même un gros sujet, parce que souvent c'est vraiment des sujets culturels et de transformation de regard sur tout un ensemble de métiers. Donc c'est pas simple, mais c'est surtout ça. Oui, je pense que la communication est importante, parce que c'est vrai que le télétravail, c'est pas un cadeau, c'est un nouveau mode d'organisation. Donc, c'est pas une fleur qu'on fait voilà, à certains salariés. Et j'avais eu des exemples, moi, dans un grand groupe, c'était assez intéressant, où il y avait une partie des personnes qui étaient ouvriers, qui travaillaient sur site, et ils avaient la possibilité de faire du coup leur formation en télétravail. C'est-à-dire que tout ce qui était formation qui pouvait être digitalisé, du coup, ça leur permettait d'avoir un jour, quand ils faisaient leur formation, on n'était pas du tout sur un jour par semaine, mais c'était le moyen de dire, voilà, tout ce qui peut être fait à distance, et ben, dans certains métiers, pour les commerciaux, ça allait être le reporting qui n'était pas obligé d'être fait au bureau, mais qui pouvait être fait en télétravail. Enfin, voilà, d'essayer de trouver, en tout cas, voilà, ce qui pouvait être mis en place, et c'est assez, du coup, intéressant. On avait Mais je pense, juste pour compléter, que c'est surtout lié au moment là où les bascules sont en train de se faire. Je suis convaincu que dans 6 mois, 1 an, si la pandémie nous laisse un peu tranquille, ce sont des discussions qui vont vite ne plus avoir lieu. C'est un peu comme cadre, non cadre, quoi. C'est des choses qui effectivement marquent une différence, mais qui sont inclus. À partir du moment où c'est inclus d'un point de vue droit social, réglementaire, etc. Bon, donc je pense que il faut les traiter. Encore une fois, il faut voir ça comme une opportunité de générer des dialogues hyper intéressants, et où on dépasse bien largement ce périmètre-là. Mais je pense que dans les mois et années à venir, ça sont des réflexions, à mon avis, qui n'auront plus lieu d'être. On a une question assez terrain et pratique du quotidien. Laurence, on nous demandait, pour un manager, comment réussir à gérer les priorités quand on a voilà, énormément de choses à faire déjà pour son travail à soi, pour manager ses équipes. Comment vous faites-vous pour vous organiser? Est-ce que vous auriez quelque chose à partager? Comment je fais pour m'organiser? Déjà, je me repose énormément sur le collectif. En fait, il y a énormément, voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir de la confiance aussi, de la délégation et de la responsabilisation des gens de l'équipe, même si, comme on dit, hein, ça n'exclut pas le contrôle. C'est important, en fait, vraiment de pouvoir miser sur son collectif, qui est vraiment… et puis, je m'octroie aussi des plages de travail bloquées, sur lesquelles je sais que j'ai des dossiers plus importants qui vont me demander du temps. Et souvent, après, le soir, quand c'est un peu plus calme, je rebalaye bien tous mes emails de la journée, et éventuellement de la veille, pour vérifier qu'il n'y a pas d'éléments importants que j'ai loupés, et nettoyer un peu tout ça avant la journée du lendemain. Ça fait du bien, ça allège. Ah oui. Souvent d'une semaine sur l'autre, hein, voilà, même si derrière il y a encore des plages de flexibilité de toute façon dans les agendas, mais ouais, je pense que c'est hyper important de savoir déjà ce qu'on va faire la semaine suivante. Oui, d'avoir un peu de visibilité. Moi, j'avais une dernière question pour vous. Si vous aviez quelque chose que vous aviez envie de partager avec les personnes qui participent à ce webinaire, quelque chose à faire dans les jours à venir, qu'est-ce que ce serait? À quoi on peut les inviter à réfléchir, à penser, à agir, à faire avec leurs équipes? Allez, un petit call to action pour finir. Moi, j'en ai un. Je pense qu'il faut d'urgence aller se faire un gros kiff avec son équipe en terrasse. Enfin, c'est hyper important, ça a l'air anecdotique, et ça nous a tellement manqué, ce lien social, d'être, se voir, se connecter les uns aux autres. Il ne faut pas s'en priver, et ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas du temps perdu que de prendre un moment de convivialité avec son équipe au soleil en terrasse. En tout cas, à Paris, ces jours-ci, il fait très, très beau, donc profitons-en. En profiter.
Laurence ou Ludovic? Moi, je dirais le retour d'expérience, d'aller chercher l'information de comment se sentent les équipes, comment se sentent les membres de l'équipe, ce qu'ils ont trouvé bien et ce qui leur manque. Ça veut dire aussi, du coup, accepter d'entendre ce qui éventuellement n'a pas forcément été bien fait. Et puis ce sujet de mur d'humeur que moi, je trouve excellent à faire et qui en plus est assez, c'est un peu détente, donc c'est sympa. Voilà. Super. Ludovic? Et pour finir, moi, je dirais peut-être en profiter justement pour remettre à plat les fameux one-to-one que j'évoquais. Peut-être que tous les managers ne le font pas. Si c'est donc peut-être l'action, ça pourrait être de commencer à en faire. Et ceux qui en faisaient, peut-être se repencher sur leur contenu pour faire en sorte que ce soit surtout pas des moments de reporting, que des moments où on descend la to-do list du collaborateur et de voir où il en est, mais que ce soit vraiment des moments justement où on aborde des questions, où on invite le collaborateur à prendre de la hauteur. Et on lui pose 1 milliard de questions, et c'est surtout pas le manager qui parle mais le collaborateur, pour l'inciter justement à nous monter un peu ce qui se passe encore une fois dans sa tête et dans son cœur. Et puis je compléterai aussi en disant de suivre My Happy Job, de suivre la Fabrique Spinoza sur les réseaux sociaux et de me suivre également sur LinkedIn, parce que, et peut-être aussi vous Laurent, si vous partagez ces contenus, parce que mine de rien, moi je sais que je m'inspire aussi beaucoup de vos contenus et de beaucoup de contenus, et j'en produis aussi moi-même beaucoup sur ma page perso LinkedIn. Donc je pense que ça passe aussi par ça, de réussir à se dégager un petit peu de temps pour faire de la veille, se nourrir de réflexion, de pratique, pour tester petit à petit, pas à pas, pour chaque jour être un peu meilleur que la veille. Super, c'est bien, j'ai même plus besoin de conclure, de renvoyer vers les sites des uns et des autres, c'est magnifique. Merci beaucoup Ludovic. Je vous remercie beaucoup tous les trois parce que c'était très riche, et je vois avec la pluie de merci dans le chat que les échanges ont été appréciés. Donc merci à tous les trois pour vos retours d'expérience très appréciables, et on nous dit qu'on va prendre un temps de pause en effet avant le prochain réunion, enfin la prochaine réunion ou le prochain call. Donc voilà, on vous invite aussi à mettre un petit peu la journée sur stop, et merci beaucoup à tous les trois, c'était un vrai plaisir, et vous pouvez voir ce webinaire du coup sur la chaîne YouTube de My Happy Job. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Très bien. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.